On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une nouvelle entreprise, le Clan des Brasseurs, pour vous donner des conseils et vous vendre des produits pour fabriquer votre propre bière, un peu comme celle qu'on consomme parfois émanant des micro-brasseries. Mais d'abord, on vous parle de gros bras, on vous parle de bras de fer, d'homme fort. Il revient de Budapest en Hongrie. Il s'est classé 9e au monde et j'ai nommé Marc-André Campeau. Il revient tout juste de Budapest en Hongrie. Il est le meilleur Canadien. Il s'est classé 9e au niveau mondial à ce championnat mondial de tir de poignet. C'est le Joannais Marc-André Campeau. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Félicitations. Salut, merci beaucoup. C'est toute une expérience? Très grosse expérience. Plonger tête première là, dans un championnat mondial. Mon premier championnat mondial, aller vivre l'expérience avec les plus forts au monde, c'est quelque chose. Ça fait combien de temps que tu fais ça, du tir au poignet? Moi, j'ai commencé en 2008 à commencer à faire du tir au poignet. Je suis parti vraiment de loin. C'est un de mes amis, Dave Dano, qui m'a vraiment appris à partir de zéro. J'avais des grosses douleurs dans le dos, j'avais des hernies discales. On a commencé l'entraînement tranquillement. On a commencé avec le powerlifting en 2006. 2008, il s'est rendu compte que je le ramenais d'un bout à l'autre de la table, tir au poignet. Fait qu'il dit, on commence là. Puis tranquillement, il a décidé de m'intégrer. Il y avait un peu plus de contact au niveau de l'Association bras de fer du Québec. À l'époque, gérée par Wilfrid Martin. C'est là qu'il a décidé de m'embarquer. J'avais des connaissances en informatique. Fait que j'ai commencé à faire les sites web. Ça a grossi. En 2012, je me suis fait approcher par Wilfrid Martin. Est-ce que tu veux devenir président de l'Association des bras de fer du Québec ou prendre ma relève? J'ai dit oui. Ben, je pars une entreprise à but non lucratif par moi-même et avec des statuts, des règlements. J'ai vraiment structuré. Depuis 2012, je suis président de l'Association bras de fer Québec. J'organise des championnats provinciaux à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 2012. Puis, je participe aussi à Halifax. J'ai participé à mon 3e championnat canadien. Aussi, ce qui m'a permis d'aller à Budapest. Mais il y a combien là, pour cette compétition-là, je pense que vous étiez quoi, 17 Canadiens, c'est ça? Oui, c'est ça. 17 Canadiens sur tout près de 2000 participants qui représentaient une soixantaine de pays. Oui. Mais au Canada ou au Québec, il y a combien de gens qui s'adonnent au bras de fer, au tir de poignet? Faut spécifier que moi, je relève de la Fédération canadienne, de l'Association bras de fer Québec, qui on est sur la tutelle de la Fédération mondiale de tir au poignet. Il y a plusieurs autres ligues dans le tir au poignet. Et au Québec, il y a beaucoup de monde qui tire. Pour devenir membre au Québec, il faut absolument qu'ils viennent tirer au championnat provincial. Donc, c'est un des critères qu'on a. À partir de là, ils sont aussi admissibles à aller au championnat canadien. Je vous dirais qu'au Québec, plus ou moins, là, on a au moins une centaine de gens qui s'adonnent à cette discipline. Bon. Est-ce qu'il y a des classements par âge, par poids? Oui. Ça fonctionne comment? La première chose, comme toute compétition, un peu comme la boxe, c'est par catégorie de poids. Donc, sont souvent délimités le plus près possible du championnat mondial. Le championnat mondial, il faut s'entendre qu'il y a tellement de monde que les classes sont très diversifiées. Donc, ça passe 55 kilos, ça va jusqu'à 110 kilos par tranche de 5 kilos. Et toi, tu es dans quelle classe? Moi, j'étais dans le super low, donc dans le 110 kilos plus dans l'Open et dans le 100 kilos plus dans le Master, qui en vient à 40 ans plus, ou ce qu'il y a des classes d'âge aussi. Donc, on a les 18 ans, il y a les juniors, donc 18-21 ans pour les championnats du monde. Ici, moi, à Saint-Jean, j'organise souvent aussi les jeunes, là, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il n'y a pas d'âge. Puis, on a aussi 50 ans, 60 ans. Bon. Quand tu as eu le championnat canadien à Halifax, donc tu avais terminé 2e, c'est bien ça, mais ça t'a quand même permis d'aller à Budapest en Hongrie, et là, tu finis comme étant le meilleur Canadien. C'est ça. Bien, dans le fond, je ne suis pas le meilleur Canadien. Ça serait comme... Il faut dire que je suis le meilleur Canadien parce que j'étais le seul représentant dans ma catégorie de poids. Dans ta catégorie de poids. Exactement. Okay. Donc, moi, j'ai été qualifié au championnat canadien à Halifax dans les 40 ans plus. Donc, j'ai fini 2e du bras droit, puis j'ai fini 3e du bras gauche. Parce que tu fais les deux? Oui. Oui. Tu fais les deux? Oui. Mais tu es droitier ou gaucher? Je suis droitier, mais je compétitionne aussi de la gauche. Là, j'y vais mollo avec ma gauche parce que j'ai eu une blessure dans le poignet. Fait que je prends le temps de la récupérer. On entend par blessure, d'un fois, c'est une tendinite ou quelque chose. Fait que j'ai pas été en compétition à Budapest avec ma gauche, seulement ma droite. OK, mais disons que tu n'es pas blessé, là. Étais-tu aussi fort de la gauche que de la droite? Oui. Si on entraîne efficacement, souvent, il y a des gens qui vont être plus forts de la gauche, d'autres de la droite. Des fois, ça va être similaire, les deux. Et c'est pas nécessairement en lien avec notre
Pas nécessairement. Si on est droitier C'est ou sûr qu'il y a gaucher, une là. prédominance là, avec la droite, mais selon les métiers qu'on va exercer, souvent, on va prendre un exemple, un mécanicien va utiliser tout le temps ses deux mains. Alors souvent, il va être aussi OK. fort d'une main que l'autre. Bon, et comment ça s'est passé là-bas, la compétition? Premièrement, là, c'est quand même une grosse affaire, c'était un gros événement. Ça ressemblait à quoi? C'est énorme. Juste le championnat canadien, cette année, ils ont battu leur record d'entrée. Donc, on parle de beaucoup moins. Là, on parle de 460 et 480 entrées à peu près, peut-être même plus. Puis, au niveau mondial, on parle de 2000 plus. Donc, c'est beaucoup. C'est 8 tables de tir au poignet. Il y a au-dessus de 30 arbitres. Les arbitres, c'est des masters, c'est les plus grands arbitres au monde. Ouais. Au Canada, on en avait 4 parmi nous. Le Canada, c'est une des plus vieilles fédérations. Et là-bas à Budapest, tu as combien de séquences où tu dois t'exercer? Moi, je suis arrivé là le 2. Donc, on a Septembre, décollé ouais. le 1er septembre. Je suis arrivé là le 2 septembre. On avait les pesées le 3 septembre. Donc, après ça, on avait la préparation. Le 8 septembre, je tirais dans les 40 ans plus où je me suis classé au championnat canadien. Donc, j'ai tiré là. Ça n'a pas si bien été que je le pensais, mais moi, j'allais là seulement pour gagner un match. Je me suis tout le temps dit, si je vais gagner un match, c'est déjà une grosse chose pour moi. Puis, j'en ai gagné un. J'ai gagné mon premier. J'ai perdu le deuxième aux mains du champion actuel, celui qui a gagné la médaille d'or, une personne de la Grèce. Puis, j'ai perdu le deuxième match, donc c'est double élimination, aux mains d'un Canadien par 2 fautes. J'étais en avantage. Il faut apprendre de ça. Fait que j'ai appris. 2 jours après, soit le 10, là, c'était l'Open. Je ne m'étais pas qualifié dans l'Open, mais étant donné qu'il n'y a personne qui représentait cette classe-là dans l'Open 110 kg plus, j'ai décidé de faire le saut. Tant qu'à aller à Budapest, on va tirer plus souvent. Mais c'est une discipline, il faut entretenir le bras, il faut le réchauffer. Donc là, j'ai décidé d'y aller le tout pour le tout. C'est un jour sans lendemain, je donne tout, ça n'a aucun bon sens. Puis j'ai fini 9e. J'ai eu 2 grandes victoires. Puis c'est des colosses là-bas. Écoutez, moi, là, je fais 5 pieds 9, je pèse à 265 livres. Là-bas, c'était facilement 6 pieds 5, 7 pieds, 450 livres. Et les gars que tu as battus, c'était quoi le gabarit? J'ai un Finlandais que j'ai battu, énorme. Écoute, face à face avec lui, j'ai de l'air tout petit. Mais tu l'as battu quand même. Je l'ai battu quand même. Et c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait que... Bien, moi, je l'ai fait rentrer dans mon jeu. Donc, c'est OK. très technique aussi. Il y a de la force, de la rapidité. Puis, il y a les arbitres qui sont là, il faut faire attention. Fait que j'ai voulu l'amener sur moi, puis ça le saisissait. Il a fait 2 fautes de coude. Fait que je ne l'ai pas vraiment amené dans le pad, c'est qu'il a perdu par 2 fautes de coude. J'ai appris de ça. Mon deuxième match, c'est contre un Bulgare. Donc, j'ai eu tout un match avec. Ça a slippé, donc on dit ça a glissé. Donc, Ils nous ont attaché les mains. Puis à partir de là, c'est allé beaucoup sur son bord. Puis là, j'ai dit, il ne faut pas que je fasse une autre faute. Là. Ça n'a pas de sens parce que je ne veux pas perdre par faute encore. Je me suis concentré, j'ai ramené mon épaule, j'ai regardé la foule, j'ai fait, ça y est, je suis en contrôle. J'ai ramené d'un bout à l'autre de la table. Ah ouais? En technique. Ça a fonctionné, j'ai gagné mon deuxième match. J'ai perdu l'autre aussi. Fait que j'ai perdu un, gagné 2, j'en ai perdu un. Et c'est quoi le feeling de perdre et le feeling de gagner? Là? Parce que ça se passe quand même assez rapidement. C'est vite. Ça peut être long, mais dans le cas d'un championnat canadien, mondial, excusez-moi, c'est très rapide. Puis moi, je vous dirais que perdre, tout dépendamment des objectifs qu'on veut atteindre, c'est sûr qu'on va là pour un podium, mais réellement... Et là, quand tu pars, je ne sais pas, est-ce que tu te dis, ouais, OK, là, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que lui a fait? Parce que là, il y a comme de la technique là-dedans. Non, je vais avec mon plan. J'ai un plan de match. Quand je suis parti, j'ai gardé mon plan de match tout le long. J'ai appris de ma première aventure. J'y ai retourné une deuxième fois, puis là, j'ai dit, on ne fait pas les mêmes erreurs. C'est là que j'ai foncé dans le tour. Puis, écoute, juste le fait d'arriver 9e, puis je suis pas le plus dominant au Québec. Il y en a qui me battent, là. Je vais être honnête, là. Puis, écoute, je suis parti, là, l'équipe canadienne m'ont serré dans les bras, puis je suis parti à broyer. Je suis tellement fier, c'est épouvantable, là, c'est des larmes de joie. Puis j'ai perdu juste avant, les 2 jours, le 8. Puis j'ai fini 13e sur 18. Puis j'étais pas déçu du tout, là. J'étais pas déçu, mais j'en ai connu qui étaient déçus de leur performance. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et là, quand tu gagnes, là, il se passe quoi à l'intérieur de toi? Ou par exemple, tu dis, là, tu as un Finlandais ou un Bulgare qui mesure, je ne sais pas, mais 6 pieds quelque chose, qui est plus gros et plus carré que toi,
Puis là, tu le bats. Là, c'est quoi la... Moi, je suis resté terre à terre. C'est que j'ai été là pour avoir une meilleure vision du tir au poignet. Étant donné que je suis président, je voulais avoir une grande vision. Je voulais voir si ma vision à moi aussi de développer ce sport-là était celle que je voyais là-bas. Puis je me suis pas trompé. Puis comme me disait un de mes amis, le tir au poignet, je le voyais comme ça avant. Maintenant, je le vois plus à un autre niveau. Donc, ça va être plus facile pour moi de représenter mes gens puis de vouloir y retourner aussi. Et qu'est-ce que ça demande comme entraînement? Écoute, moi, je m'entraîne avec mon partenaire d'entraînement Dave aussi, beaucoup aussi individuellement. En plus de mon travail, de ma famille, je vais entraîner au moins 3 fois semaine avec une journée par semaine de pratique. Donc, c'est beaucoup les bras, le corps au complet, faut pas se leurrer. As-tu du cardio un peu là-dedans? Cardio, non, plus ou moins. C'est pas vraiment cardio, vraiment c'est plus musculaire? l'isométrie. Comme j'explique, je fais beaucoup de démonstrations, j'explique tout le temps. Tout le monde est capable de lever 25 livres. Ouais. La plupart des gens sont capables de faire 25 coups avec 25 livres. Pas tout le monde, on élimine. Mais c'est rare sont les gens qui vont tenir 25 livres en isométrie pendant au moins 3 minutes. Donc, ça devient difficile sans bouger le corps. Ce qu'on forme, c'est les tendons, beaucoup plus. On va vouloir les attaches de muscles. Fait que le fait d'être gros puis d'avoir des gros muscles, ça ne change rien. Non, mais c'est drôle parce que quand tu es arrivé ici en studio, puis on s'était vu en fin de semaine, mais là, tu es en T-shirt et tout ça, tu sais, oui, tu as une bonne carrure, mais tu n'es pas... Non. C'est pas ça de l'âge, là. C'est quand même assez raisonnable, là. Oui, naturel, le plus possible. Puis quand on veut récupérer, mais c'est naturel aussi. Moi, j'ai grandi dans un milieu d'entraînement et non pas dans les gyms. Vraiment avec des gens qui sont très forts. On parle de Michel Roy puis on parle de Dave Dano. C'est deux personnes qui m'ont vraiment aidé dans ce milieu-là. Puis on prend des choix dans la vie. J'ai pris la décision de me battre dans un système naturel. Donc, ça ne prend pas nécessairement des gros bras pour avoir du succès au tir de poignet. Tout le monde peut en avoir. Tout le monde. Pas juste moi, tout le monde. Puis j'invite tout le monde à vivre cette expérience-là. C'est grandiose. Mais c'est vieux comme le monde, ça, le tirage de poignet. Ça, c'est le plus vieux. Je pense que c'est le plus vieux. Je peux pas dire un sport parce qu'au Québec, ça ne l'est pas. Dans les pays de l'Europe, c'est un sport scolaire. Ça commence, c'est vraiment... Oui. En Turquie, ils ont 30 000 personnes d'inscrits dans le tir au poignet. C'est énorme. On parle d'enfants, là. Mais écoute, tout le monde a déjà tiré au poignet. Tout le monde connaît un champion. Ouais. Mais un vrai de vrai, une personne qui fait du tir au poignet, c'est un autre monde. J'en ai encore accueilli un vendredi. Écoute, moi, je me suis jamais fait battre. Là, pour une fois, je me suis fait battre. J'en reviens pas comment est-ce que c'est fort et technique. Marc-André Campeau, merci beaucoup. Félicitations et bonne chance pour la suite. Merci. Restez avec nous au retour de la pause. On vous parle de bière. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 100% géant. Oui, avec coach Alex Surprenant et Justin Lauzon, un des capitaines. Voilà, manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Depuis quelques années, il y a une espèce d'engouement à la découverte de nouveaux produits, principalement, oui, liés à la bière. Il y a beaucoup plus de microbrasseries, il y a beaucoup plus de produits disponibles, il y a des boutiques spécialisées aujourd'hui, mais la grande question est de savoir, est-ce qu'on peut nous-mêmes faire notre propre bière et ultimement, et que ce soit bon et aussi à un prix raisonnable? Je présente nos deux invités parce qu'ils se partent en affaires. D'ailleurs, au moment où l'entrevue est diffusée, c'est le moment même où ils sont en ouverture. Il s'agit du Clan des Brasseurs avec Guillaume Guertin. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné d'Hugo Saint-Amand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquez-nous un peu votre histoire parce que, entre autres, moi, je me rappelle de t'avoir croisé plusieurs fois à l'Épicurier au Halles Saint-Jean.
Et donc, à quel moment as-tu développé ton goût ou ta connaissance de la bière? Ben, en fait, moi, ça fait 13 ans que je brasse maison. C'est ma mère, elle avait un cellier à l'époque à Saint-Jean. Et quand je suis arrivé à la fin de mon adolescence, je buvais de la bière. Elle m'a proposé de commencer à brasser. Fait que j'ai appris à brasser avec des kits vraiment de la base. Puis éventuellement, ben j'ai développé mon goût pour la meilleure bière. Je me suis intéressé au processus tout grain, donc vraiment partir de la base, là, de la céréale, à faire un produit au complet. Et je suis rentré au cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu et là que j'ai rencontré Hugo. Puis, écoute, la connexion s'est tout de suite faite. On est devenus des grands chums. On s'est mis à déguster de façon très régulière ensemble. Et éventuellement, on est allé faire un road trip. On est revenu de là en se disant « Hey, on se part-tu une microbrasserie? » On a commencé à travailler un plan d'affaires. Je suis allé prendre un cours de lancement en entreprise. Et la vie fait les choses différemment. On a cheminé un peu, toujours ensemble, mais chacun de notre côté. On habitait ensemble, on a brassé ensemble pendant longtemps. Puis ça faisait 6 ans que lui était au hall. Moi, ça faisait 3 ans que j'étais là. Et là, on se sentait vraiment mûr pour avoir notre projet. Et l'occasion s'est présentée, donc on a ressorti le vieux plan d'affaires, on a mis ça au jour, le jour, et on s'est lancé vraiment en se disant, écoute, des microbrasseries, il y en a plusieurs, mais des boutiques spécialisées dans le brassage tout grain, il n'y en a pas dans la région. La plus proche est à Longueuil et à Montréal. On connaissait vraiment un gros bassin de brasseurs maison qui venaient déjà s'approvisionner en bière au hall pour l'inspiration. Donc, on a commencé à sonder le terrain, puis finalement, l'occasion est arrivée, donc on a sauté dessus et on est là maintenant. À quel moment on passe de l'idée, du projet ou du rêve à la réalité quand on se lance en affaires? Je dirais que c'est beaucoup un concours de circonstances. Nous autres, à la base, ça faisait longtemps qu'on travaillait sur le projet. On voulait le rendre concret. On se rendait compte qu'il y avait beaucoup de besoins de financement, que c'était quand même un projet qui était qui avait beaucoup d'envergure. Donc, nous, ça a été vraiment quand toutes les circonstances se sont rejointes. Donc, on a eu la possibilité d'avoir du financement, possibilité d'avoir du soutien aussi au niveau soutien aux travailleurs autonomes et tout ça. Donc, nous autres, quand on a vu la porte s'ouvrir, on s'est assis. C'est Guillaume, il m'a dit, crème, il dit, on a le temps là, c'est là que ça pourrait se passer. Donc, on s'est assis, on a regardé le projet. On avait des idées qui n'étaient pas nécessairement en lien avec ce que les permis nous permettaient de faire. Donc, on a dû peaufiner un peu plus ce qu'on envisageait. Mais en même temps, c'est le fun parce que ça nous permet d'avoir plusieurs phases, de pouvoir avoir des idées d'expansion. Bon, c'est quoi la différence entre faire son propre vin et sa propre bière? Parce que des boutiques où on peut s'approvisionner pour acheter des produits, pour faire son vin, ça existe depuis quand même fort longtemps. Dans le cas de la bière, ça devait exister aussi, mais c'était quoi, beaucoup moins popularisé? Bien, dans les faits, les boutiques qui vendent ce genre de produits-là, habituellement, vont vendre des cannes, dans le fond, qui sont comme des concentrés ou des poches de mou déjà faits. Nous, on a poussé vraiment l'expérience à un autre niveau. Donc là, on approche vraiment le client de dire tu pars de zéro. Donc, on te vend ta céréale, on te vend tes houblons, ta levure. Donc, tu pars vraiment de la base, puis c'est la création au complet. Le vin, je connais pas beaucoup de gens qui vont vraiment écraser le raisin eux-mêmes et suivre tout le processus, à part des bons Italiens aguerris là, qui sont bien habitués du processus. Mais pour la bière, c'est vraiment de plus en plus en vogue. Donc, moi, à savoir qu'il y avait autant de gens dans la région qui étaient intéressés, on a dit, écoute, on va approcher ça dans la ville, mais nous, on a poussé ça encore plus loin. On a un système de brassage là, de 150 litres à l'arrière qui va nous permettre de faire des mous sur mesure pour la clientèle. Donc, aucune fermentation sur place, mais moi, je leur permets de leur faire une bière vraiment à leur image, mais ils vont la faire fermenter à la maison quand même. Donc, je leur lève une bonne épine dans le pied parce que brasser un brassin tout grain, ça peut prendre un bon 5 à 6 heures dans une journée et c'est quand même des installations qui peuvent coûter cher. Bon, mais ça, c'est un peu mon autre question, en fait, double question. Oui. Est-ce que ça coûte cher, puis est-ce que c'est compliqué? Bien, je dirais, ça dépend tout le temps. C'est un peu la raison pour laquelle la bière devient un peu plus populaire comparativement au vin. Le vin, on doit passer par des détours et pouvoir faire des bons vins. Des fois, c'est des histoires des années de vieillissement. Au niveau de la bière, le processus est un peu plus abordable. Dans le fond, l'avantage de la bière versus le vin, au niveau du processus, ça prend beaucoup moins de temps. Lorsqu'on parle de bière, on peut arriver à sortir quelque chose en temps de 4 semaines. Donc, c'est quelque chose qui est plus facile pour les gens de pouvoir le travailler, le peaufiner, de refaire ses recettes, de toujours arriver au même résultat. Donc, comme c'était, je dirais, un projet qui était plus envisageable pour monsieur, madame, tout le monde, la bière a gagné beaucoup d'engouement. Puis au niveau des prix
Je dirais c'est pas trop dispendieux si on veut y aller de base. Comme un peu n'importe quoi, on a toujours moyen de tourner un peu les coins C'est ronds. sûr. Mais un kit de base, ça vaut combien? Bien, C'est un peu virtuel, admettons, là. quelqu'un qui veut commencer avec des cannes, des concentrés ou acheter des mous qu'on leur aura fait sur mesure. Bon, on parle de, mettons, un 100-150 $ d'équipement et ça, ils l'ont par la Après suite. ça. Bien, après ça, s'acheter un mou, ça a environ une cinquantaine de dollars, dépendamment du style de Ça fait bière. combien de bières, ça? Ça fait un 23 litres, donc environ 52 bouteilles de 341 millilitres. Donc, c'est très rentable. Ça revient pas mal moitié moins cher que de s'acheter constamment de la bière au dépanneur. Puis là. moi, si je me mets là-dessus, il faut que j'investisse combien d'heures par semaine à m'occuper de ça? Ça, c'est vraiment selon la personne. Il y en a qui vont toujours avoir plus qui vont vouloir produire plus. De façon générale, lorsqu'on produit une bière, on doit prévoir une journée qu'on va sacrifier souvent pour faire ça. Quand je dis sacrifier, c'est que tous les étapes vont prendre plus ou moins à peu près entre 4 et 6 heures selon les installations qu'on a. Donc, il faut déjà prévoir cette journée-là qu'on va souvent utiliser pour ça. Puis par la suite, c'est beaucoup des petits transferts, des choses d'un après-midi. Donc, des étapes qui prennent à peu près 1 heure ou 2 selon la quantité qu'on a produit. Donc, Et là, dans le fond, vous, Mais c'est au niveau vous tout aidez le grain. client. Là. Le Là, 4 oui, à 6 on est- heures, c'est au niveau tout grain. Si Ouais. quelqu'un il va avec des concentrés, c'est vraiment très simple en OK. vrai. Là. Juste qu'on fasse la nuance, parce que tu Oui. dis souvent l'expression « tout grain ». Oui. C'est quoi la différence là, entre les mous, les pots, le tout grain? Explique-nous un peu là, la différence. Bien, dans le fond, une bière tout grain, c'est vraiment qu'on va acheter l'orge, le blé, du seigle, de l'avoine. Ça peut être brassé là, avec du millet, du quinoa, là, s'il y a des gens qui sont intolérants au gluten. Donc, on va vraiment partir de la céréale qu'on va moudre pour pouvoir aller chercher les sucres fermentescibles à l'intérieur. On va prendre le houblon, qui est vraiment soit de la cocotte fraîche ou des pellets, qui est de la cocotte qui a été déchiquetée, compressée ensemble. Et on ajoute là, des levures spécifiques pour aller faire fermenter certains styles de bière et avoir certaines saveurs, certains esters. Là. alors que les mous, dans le fond, c'est un peu comme si on faisait notre bière au complet, puis qu'on déshydratait le tout pour pouvoir permettre à la personne de sauver quelques étapes. Donc, la personne, généralement, si elle prend un kit qu'on appelle les extraits de malt liquide, dans le fond, on peut soit nous-mêmes composer avec des extraits de céréales qui ont été réduits. On pourrait composer nous-mêmes nos recettes, mais souvent, ce qui va être assez populaire, c'est des bières qui sont déjà comme tout fait. Et là, dans le fond, quelqu'un qui va chez vous, est-ce qu'il peut se dire, ben moi, je veux une blonde, une noire, une brune, une IPA, je ne sais pas, est-ce qu'on peut tout faire ça? Oui, tout à fait. Dans le fond, nous, on a autant les cannes que les mous disponibles sur place, mais nous, comme je te disais, on va brasser à l'arrière. Donc, la personne, si elle est intéressée avec tout le processus, elle peut venir s'asseoir avec moi. Je lui montre comment monter une recette avec un programme et par la suite, moi, je lui brasse à l'arrière son mou et le lendemain, elle vient chercher à une heure fixe le mou que je lui ai préparé. Donc, vous vendez l'équipement, les produits, Oui. le service conseil, évidemment. Vous faites aussi un peu de vin? On a des Vous avez kits aussi? de vin là, maintenant sur place. On s'est ajusté à la demande. On envisageait plus ou moins au début, mais écoute, Mais vous le faites quand même. Oui, Bon. les clients me le demandent et moi, j'ai plein de brasseurs maison qui en font comme moi. Donc, ils peuvent tout acheter au même endroit. Est-ce que vous brassez aussi votre propre bière et la vendez ou si Non. le permis ne le permet pas Non, de le on n'a faire? pas C'est un ça. permis d'alcool qui nous permet de vendre de l'alcool. Nous, on vend ce qui permet de produire de l'alcool. On offre aussi un autre service sur place de nettoyage d'équipement. Donc, on voulait faciliter la vie des brasseurs. Donc, on va pouvoir laver leurs bouteilles, leurs kegs, chaudières, chaudrons au besoin. Donc, on voulait vraiment simplifier la vie des brasseurs maison. Et ça semble déjà là, vraiment en demande. Et là, comment se portent, disons, les dernières semaines de préparation? Là, vous êtes à quelques heures de l'ouverture. D'ailleurs, au moment où l'émission est diffusée, vous êtes en ouverture en ce moment. Comment vous voyez un peu là, les prochains jours, prochaines semaines à venir? Bonne question. Mais pour l'instant, déjà, on était comme un peu en pré-ouverture. On permettait aux gens de venir. Puis on avait remarqué un très fort achalandage. Ça augmentait de plus en plus à tous les jours. On commençait à voir. Au début, c'était une personne une fois de temps en temps. Et là, dernièrement, c'était vraiment du 2, 3, 4, 5 personnes par jour qui passaient. Donc, on se dit qu'on risque d'être beaucoup plus occupé qu'on l'était il n'y a pas si longtemps. Donc, pour nous autres, tout semble aller pour le mieux. Mais on a hâte de voir comment ça va se passer. On risque de s'adapter au fur et à mesure. Les gens vont commencer à venir. On va voir c'est quoi les demandes en frais de temps, soit par rapport à nos services ou soit par rapport aux recettes. Puis, d'après moi, on va s'adapter au fur et à mesure. On ne sait pas trop exactement comment ça va se lancer, mais on est bien ouvert au défi. Avec la publicité qui décolle, là, on a l'impression qu'il va y avoir vraiment beaucoup Ouais, de monde l'achalandage. prochainement. Là.
On offre un service d'atelier aussi sur place, là, formatif. Aussi. Donc, on va aider les gens là, à découvrir le monde de la bière, à découvrir l'art de la dégustation. On l'offre aussi à domicile là, quand les gens veulent faire une petite dégustation animée. Parce qu'on trouvait ça le fun de pouvoir partager beaucoup nos connaissances. Nous autres, depuis des années, on prend la peine de déguster, d'être capable de comparer une bière par rapport à quel verre, comment elle va ressortir, c'est quoi les paramètres qu'on va aller en tirer. Et aussi, on a pu faire beaucoup de dégustations, des ateliers à corps, bière et mets, donc bière saucisse, bière fromage, etc. Donc, vous êtes situé au 565 boulevard du Séminaire Nord. Oui. Donc, en fait, c'est le complexe dans lequel... On est dans l'ancienne boutique Ansel et Gretel que Ouais. tout le monde à Saint-Jean connaît bien. On a Donc, un pas très gros- loin de la rue Loyola et la Tour. Là. On est entre la Tour et Saint-Hubert. Et Saint-Hubert, donc 565 boulevard du Séminaire Nord. Donc, le clan des brasseurs.ca, donc vous pouvez aller faire un tour, page Facebook également. Et donc là, il ne reste plus qu'à voir maintenant la réponse des gens. Mais tu disais tantôt en introduction que la seule boutique comparable sur la Rive-Sud est à Longueuil. Est à Longueuil. Et écoute, là, déjà, les gens nous disent tu viens de nous simplifier la vie, on n'a plus besoin de se rendre à Longueuil, puis on n'a plus besoin d'aller à Montréal non plus. Et nous, on est des gars de service à la clientèle. Les gens étaient habitués d'avoir notre service à l'épicurieux. Bien, on offre le même service dans cette boutique-là. On est des passionnés, on est toujours intéressés de rencontrer des gens. Puis il y en a des fois, ils viennent hey, on ne veut pas te déranger. Non, je suis heureux de voir des gens, je partage ma passion, je vais pouvoir en vivre maintenant. Bien, à vous deux, félicitations puis bonne chance pour la suite. Bien, Merci beaucoup. énormément. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babière quotidien. Un gros merci aux participants, aux bénévoles, aux partenaires du défi Je bouge au profit de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. On a ramassé 67 000 $. Une bonne partie va servir à acheter un équipement de dépistage de maladies pulmonaires et une autre partie va servir pour une salle d'activité en santé mentale. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal, donc il en reste encore quelques-uns avant les élections. À chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix cette saison. Il y a une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Et pour avoir la liste, allez sur notre site Internet à www.tvhr9.com. À demain. Bye bye.